Enfin, mon idée d'enfant de départ, c'était d'avoir une ferme avec des animaux. Et pour gagner de l'argent, pas les tuer, mais les peindre et vendre des peintures. Ça, c'était mon rêve d'enfant. Et j'avais partagé ça avec ma mère et elle était en mode oui, c'est mignon. Rechercher le beau par la sensibilité, ça rend heureux et ça peut réconcilier l'agriculture et la société. Et en fait, ça répond quand même un peu à « Oh, le beau, c'est pas très utile ». Alors déjà, dans le beau, dans ce qu'il dit Jean-Luc, c'est que ça rechercher le beau par la sensibilité. Bon, je pense qu'on l'a un peu abordé. C'est retrouver cette part sensible en nous, retrouver une connexion à nos émotions pour dire « ça, c'est beau, ça, c'est harmonieux, ça me parle ». On voyait à la qualité de la laine, la qualité de vie des brebis et qu'on pouvait aussi voir si elles avaient traversé des maladies. En fait, la fibre était beaucoup plus cassante. Ou alors, si au contraire, en plein printemps, on sentait s'il y avait eu une abondance de nourriture, vraiment une résistance de la fibre. Vous allez plonger dans un dialogue à trois entre Anna et Mélodie, participantes de la promo 3 de l'école d'agroécologie voyageuse, et moi. Un moment partagé un dimanche matin lors du dernier regroupement en février en Sologne. J'ai envie de résumer cet épisode en 3 thèmes qui nous passionnent et nous nourrissent toutes les 3 et qui sont liés en partie à l'épisode précédent avec Agnès Poirier. Ces 3 thèmes sont la beauté, la relation à la mort de l'animal et le tissage entre œuvrer pour le vivant et lutter contre un modèle qui ne nous convient plus. Le parcours voyageur d'Anna et Mélodie, au contact de paysans et paysannes, a nourri leur connaissance de ces 3 thèmes. Cet épisode est ponctué de beaucoup de rires, de vibrations, de complicité. On évolue ensemble et on est vraiment super heureuse de vous le partager. Je suis Opaline, créatrice de ce podcast, et je vous partage chaque mois 2 à 4 épisodes, les fruits de ces rencontres qui me nourrissent tant, pour développer l'agroécologie la plus juste pour vous, qu'elle soit dans votre cœur ou dans vos champs. Merci de partager abondamment ce podcast pour nourrir votre écosystème. Belle écoute, je vous laisse avec Anna et Mélodie. Bonjour. Ouais, pour celles et ceux qui nous écoutent, et pour comprendre vraiment la particularité de l'école d'agroécologie voyageuse aussi, est-ce que vous pouvez nous plonger un petit peu dans votre parcours, dans votre parcours voyageur, de la manière qui vous convient le plus? J'avais une blague en tête et du coup j'essaie de me sortir cette blague pour retourner à ta question. Mélodie. Au début, tu es venue à l'EAV avec un projet d'installation sur les fleurs coupées vers Marseille. Est-ce que tu as construit ton parcours avec cette attention-là? Est-ce qu'il a évolué? Est-ce que tu as été juste voir des floriculteurs et floricultrices? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé? Oui, avec plaisir, Opaline. Oui, l'idée initialement, c'était vraiment de construire tout autour soit de la floriculture, soit de la région marseillaise. Et finalement, pédagogie du vivant oblige, invite. Ça s'est pas vraiment fait comme ça, dans le sens où, effectivement, je prends des temps dans mon parcours lors de la 3 semaines, 1 mois, pour construire mon projet. J'en ai pris 2 pour le moment. Et après, pour le reste, pour l'instant, cet automne et hiver, je me suis laissée beaucoup guider par les invitations, déjà les tiennes, Opaline. Et
Ouais, en fait, ça a été plus ça. Quand je te parlais de mon projet, t'as commencé en fait à me parler de Christophe, et où du coup, ça a été un premier point que j'ai fixé avec lui. Et ensuite, ça s'est un peu tout tissé autour sur le trajet. Il y avait une formation en Saint-Tropez dans le Morvan, alors je me suis dit, allez, je pars une semaine plus tôt pour y assister. Et pareil avec Christophe, je devais partir avant sa formation en Saint-Tropez. Finalement, j'ai participé à l'organisation, enfin à la préparation, et j'y suis restée aussi à cette formation. Et donc ça a été un début de parcours, j'avais pas du tout prévu de l'orienter autour de la Saint-Tropez. Et finalement, ça c'est vraiment... c'est resté autour de ça. Et en même temps, ça a été beaucoup de l'ordre de l'organisation, de la réflexion et de la préparation d'une formation, aussi bien d'un point de vue, on va dire, technique, les graines, les boutures, les différents outils à penser pour une plantation, et l'organisation beaucoup plus logistique de ce que peut être une formation, alors en Saint-Tropez, mais tout type de formation qui plonge vraiment dans une expérience, et l'idée de participer à créer une expérience. Donc dans le cadre du Morvan, ça a été vraiment autour des repas et de l'organisation logistique, et je me suis plongée dedans, et c'était vraiment incroyable d'être à une place où on facilite le vécu d'expérience et de connexion avec le vivant. Et ça, c'est vraiment plus, ce début de parcours, plus été autour du développement de ce que je souhaite, aussi bien dans ma future installation, dans des termes économiques, techniques et individuels, personnels, relations humaines, amoureuses, amicales, familiales. Et où du coup maintenant je me sens plus forte pour la suite du parcours, effectivement, orientée autour de la floriculture pure. Et du coup c'est finalement bien plus juste comme ça pour moi. Alors pour moi, si je me replonge un peu dans mon intention de départ, je pense que j'ai toujours senti qu'il y avait un lien à l'animal qui m'animait énormément, et que même quand j'étais petite, vraiment pris conscience de l'importance de lien à l'animal, et en même temps ce questionnement autour de pourquoi en fait pourquoi est-ce que l'animal était souvent uniquement perçu pour ce qu'il avait à nous donner en termes de ressources, de lait, de viande, et que j'ai un peu grandi avec cette idée mon idée d'enfant de départ, c'était d'avoir une ferme avec des animaux, et pour gagner de l'argent, pas les tuer, mais les peindre et vendre les peintures. Ça, c'était mon rêve d'enfant. Et j'avais partagé ça avec ma mère, et elle était en mode oui, c'est mignon. Voilà. Et en fait, vraiment, je me suis construite avec ça, et maintenant que j'en parle, ça me fait beaucoup écho à mon parcours, où j'allie vraiment, du coup, prise de contact avec des animaux de ferme, et en même temps cet aspect vidéo, en fait, image. Et oui, c'est à célébrer, en vrai. Ma petite enfant intérieure est nourrie par ses choix, et moi aussi en tant qu'adulte. Et et du coup, donc l'intention je savais pas trop sur quoi centrer mon parcours. Je viens pas d'un milieu agronomique, et du coup, je pense que j'étais un peu intimidée par l'aspect technique, grande culture, les sols et tout ça, mais j'avais envie d'en savoir plus. Et en même temps, je sens que c'est quelque chose d'autre qui m'animait dans le vivant, et peut-être plus un lien avec l'artisanat. Et en fait, je me suis dit, mais c'est trop bien d'allier paysannerie et artisanat et agroécologie, d'avoir un peu ces trois piliers de cultiver un lien et cultiver la terre, et en même temps faire avec ses mains d'humain, genre et façonner, en fait. Enfin, vraiment, j'ai vraiment développé, je crois, un sens de ce que c'est l'artisanat profondément pour moi, et c'est vraiment
en fait, de redonner toute sa place aux mains, et à la fois dans le soin et dans le faire ensemble et dans le transmettre, et du lien à l'animal où vraiment, en fait, l'élevage, c'est vraiment une relation tellement privilégiée entre la personne qui passe du temps dans un troupeau et le troupeau qui apprend aussi énormément sur l'observation, le temps passé dehors. Enfin, je sais pas, je sens vraiment en moi cette contemplation quand je suis avec les animaux. Et le fait de filmer ça me remet une couche de... je suis observatrice du vivant et en même temps j'en fais partie et j'ai envie de le mettre en lumière. Et vraiment la mise en lumière, c'est aussi quelque chose qui a beaucoup guidé mon parcours. Et du coup, je pense qu'au début, je partais un peu dans « Ok, je vais faire de l'élevage auprès des fermes du réseau ». Mais je sentais que c'était pas totalement juste pour moi de partir là-dessus ou que j'allais peut-être plus me disperser. Et en fait, c'était une rencontre que j'ai faite à un week-end pendant la phase de Enraciné en Sologne, où on est parti avec quelques participants de l'EAV faire la fête de l'automne, et c'était la fête de la laine, la fête de la laine spécifiquement, où j'ai vu une femme... où j'ai vu une femme qui s'appelle Alexandrine, qui filait dehors avec son rouet. Elle était en chaussettes et elle avait vraiment une aura tellement particulière. Je me suis sentie tout de suite attirée. Et en fait, en lui parlant, en lui posant des questions, je lui ai dit, voilà, moi je suis vraiment intéressée par le côté artisanal et l'élevage. Et en fait, elle m'a ouvert plein de portes à l'intérieur il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à voir. La filière laine, elle est extrêmement riche, mais aussi extrêmement fragile et fébrile. Et j'ai senti vraiment cet appel de « Ok, j'ai envie d'aller à la rencontre, j'ai envie de mettre... de voir ce que c'est le travail d'éleveur et aussi du travail de cette matière qui entretient un lien avec l'animal qui est pas le même pour moi. Et ça, c'est vraiment purement ma vision, mais de travailler avec la matière qu'il produit, parce que la laine, c'est un peu un produit, mais c'est autre chose, c'est quelque chose de... J'ai pas encore peut-être les mots pour dire ça, mais de très... qui prend plus en considération que l'animal, juste, il est là, et qu'il n'a pas besoin de donner quelque chose de plus. Et enfin, vraiment sentir ce lien et de douceur aussi, beaucoup. Parce que le contact avec la laine, c'est vraiment très apaisant. Et du coup, je suis partie là-dessus. Et un peu mon premier contact, ça a été avec Astrid des Fermes de Ségur, et qui m'a un peu aussi invitée à, moi, poser mes intentions pour ce parcours. Et elle, en me disant, une fois que tu auras fait ça, je pourrais aussi diffuser plus autour de moi, si je connais des gens qui sont dans la laine, pour vraiment t'aider à avoir ces points de contact avec les éleveurs et les éleveuses et les artisans. Et du coup, c'est un peu ce que j'ai fait. Et du coup, j'ai un peu envie d'ouvrir mon carnet pour me reconnecter à ça. J'avais fait, on ne voit pas par podcast, mais j'avais fait vraiment tout un itinéraire avec un fil de laine sur ce que j'avais envie de voir. Et c'était du coup le 23 octobre 2022. Donc le chemin s'est modifié entre-temps. Mais où j'avais vraiment un point de départ sur les Journées nationales de la laine à Felletin. Et c'est là que j'ai rencontré la plupart des stages que j'allais faire dans les fermes. Et où j'ai vraiment vu que en fait, c'était un ensemble de personnes vraiment tellement bienveillantes et dans la joie de ce qu'ils et elles faisaient, que ça m'a mis en bon chemin. Et du coup, moi, mon intention, c'était vraiment de découvrir la filière de fibres textiles naturelles, paysannes et artisanales, et de commencer par la laine plutôt que par le lin ou le chanvre qui m'intéresse aussi. Mais du coup, de pouvoir vraiment essayer de couvrir en 6 mois et demi un peu la totalité, enfin d'apercevoir un peu la totalité de ce que c'est que la filière laine en France. Et voilà, donc je suis un peu partie avec cette idée et ça c'est très... Enfin, ça se concrétise beaucoup et je sens que j'ai une meilleure compréhension maintenant et une envie vraiment d'approfondir encore dans cette deuxième moitié de parcours. Voilà ce que je peux en dire pour l'instant. Tu as évoqué l'impact du fait de faire pâturer les animaux sur la qualité de la laine ou
ou ce Rex Agri sur la réutilisation de la graisse de cochon. Est-ce que tu as envie de partager 2-3 pratiques un peu pour nourrir aussi la curiosité et les connaissances de nos auditeurs et auditrices? Oui, carrément. Bah, moi, je pense, premièrement, ce qui m'a un peu agréablement surpris, c'était qu'en m'éloignant un peu du réseau de fermes de l'EAV, je retrouvais dans les fermes où j'allais vraiment cet aspect très important du bien-être animal et de du coup, vraiment aller faire pâturer les animaux dehors, faire du pâturage tournant dynamique. Enfin, que vraiment, je vois qu'en dehors du cercle du réseau de fermes de l'EAV, il y a des personnes qui le mettent en pratique. Et je trouvais ça super inspirant, en fait, de me rassurer aussi sur le fait que, ok, enfin, il y a une bulle un peu agroécologique, mais il y a aussi un autre espace d'élevage où ces pratiques sont là, et du coup, que c'est chouette d'aller les rencontrer, et pourquoi pas aussi de les faire après rentrer dans le réseau, mais en tout cas de voir que des gens, que c'était un peu du bon sens aussi pour ces éleveurs-là d'aller les faire pâturer dehors. Et en effet, et Alexandrine, du coup, de l'association Au fil des toisons, qui est en Sologne, m'avait partagé le fait qu'on voyait à la qualité de la laine, la qualité de vie des brebis, et que on pouvait aussi voir si elles avaient traversé des maladies. En fait, la fibre était beaucoup plus cassante, ou alors si au contraire, en plein printemps, on sentait s'il y avait eu une abondance de nourriture, vraiment une résistance de la fibre. Et ça, c'est super intéressant que ça se retranscrive un peu comme sur les cheveux, quoi. Ou comme le bois. Et c'est vraiment, du coup, lié l'animal à son milieu de vie et du coup à la santé des sols. Et vraiment voir que c'est un cycle, que aussi le ruminant, après, dans ses déjections, il vient nourrir le sol et que le sol vient le nourrir. Et donc ça, c'était vraiment super intéressant, cette notion aussi de pastoralisme. Après, malheureusement, je voulais faire un stage auprès de deux éleveuses qui faisaient aussi du pastoralisme dans le plateau des Mille Vaches, et ça s'est pas fait à ce moment-là. Donc là, je pense que j'aurais vraiment aussi j'aurais été imprégnée d'observer vraiment les déplacements quotidiens de gros troupeaux et de l'impact aussi sur la biodiversité. Après, Mélodie, tu peux aussi en parler parce que le pastoralisme te parle aussi. La laine, c'est à la fois un indicateur et en même temps de la santé des sols et de la santé de l'animal, mais aussi vraiment un bonheur, en fait. Pour aussi nous, en tant qu'humains, pouvoir se dire de se rapprocher de cette manière, de cette matière. Et je suis en train de toucher en même temps mon petit veston en laine. et que c'est vraiment, je sais pas, enfin, du coup, ça sort un peu du cadre de la question, mais de vraiment ne pas valoriser cette matière, pour moi, aujourd'hui, et malgré le fait que ce soit difficile en termes économiques, je le conçois bien, c'est vraiment passer à côté de quelque chose avec le lien à l'animal, en tout cas, l'animal qui a de la laine sur le dos. Mais je sais pas si... De la laine fraîche. De la laine fraîche, oui. Et je sais pas si, Mélodie, tu veux compléter entre pastoralisme, enfin pratique, et agroécologie ou pas. Enfin... Oui, je pense qu'il y a clairement... il y a énormément de choses à dire dessus, ça c'est clair. Et pour ma part, moi, ce qui me touche personnellement, peut-être, et qui se relie beaucoup à toi d'une autre façon, pour moi autour des fleurs, mais pour toi autour de la laine, et je retrouve beaucoup dans ce que tu dis, cette notion de diversité et de lien, de recréer du lien avec une matière, quelque chose de vivant, quelque chose qui a une texture, quelque chose qui a une couleur, quelque chose qui a une odeur aussi, et... la laine également. Et par l'observation, le toucher, de voir la qualité. Et dans le cadre du pastoralisme, de l'agroécologie, la diversité, de la santé, dans mon parcours, ça s'est beaucoup manifesté autour de la fleur parce que
donc dans un point de vue plus, je sais pas, agriculture technique, où la santé des sols et des prairies en tant que telles, et plus largement, était évaluée par des indicateurs par des plantes bioindicatrices, et en fait ça passe finalement beaucoup par les fleurs, par la couleur, parce que ça dégage, et en t'entendant parler de la laine, où la laine est un indicateur de santé aussi bien de l'animal, de sa qualité de vie, mais aussi de sa qualité de vie, de son environnement de vie, donc prairies, sol et humains également. La fleur me parle autant de cette façon-là, où la fleur, si l'humain la cherche à la développer dans les prairies, c'est aussi pour l'harmonie, la beauté, pour la communication avec sa prairie. C'est la prairie et le sol qui communiquent d'une certaine façon en indiquant des manques ou juste un bien-être finalement, où la fleur et aussi plus largement la plante peut également soigner l'animal, soigne l'environnement, soigne le sol, soigne l'humain. Et là-dedans, ce que je trouve toujours très beau, c'est quand on s'arrête, qu'on observe et qu'on la voit, cette harmonie. Et voilà, là je vois ton grand fil de laine, également de diverses couleurs, et je sais pas, pour moi tout se relie dans l'observation de la couleur, dans la senteur, et dans le toucher, et aussi dans ce qui nous touche émotionnellement, et ce qui nous fait sentir une sorte d'élan et envie d'avancer et d'approfondir un domaine particulier. On peut passer le micro. Je reste quoi? Je sais plus comment on dit. C'est vraiment très très beau. C'est rigolo parce qu'en fait, j'allais vous poser la question un peu piège. Quel est le lien entre la fleur et la laine? Et vous l'avez fait sans que je pose la question. En fait, ça vient toucher vraiment à la beauté, à la valeur. En fait, on parle beaucoup de valeur ajoutée, de valeur des choses, de valeur d'une production, etc. Mais finalement, on ne gagne pas d'argent aujourd'hui en tant que paysan, paysanne, entre guillemets, de manière sérieuse. La considération d'un paysan ou une paysanne qui est payé pour la beauté dans ses champs. En fait, il y a un mec qui s'appelle Greg Braden qui a dit que la beauté transforme, en fait. Scientifiquement, c'est prouvé que quand on est quand on est face à la beauté, ça nous transforme chimiquement et on émet des molécules qui vont transformer les autres. La beauté générée par une ferme agroécologique, par des animaux qui sont beaux dans des beaux champs et des fleurs dans les champs, etc. Les belles femmes qui sont devant moi, ça génère plein d'hormones. En tout cas, ça génère des choses qui nous transforment en fait. Et on peut et ça génère de l'abondance. Et en fait, ça, aujourd'hui, on le considère pas suffisamment. Et c'est pour ça quand tu disais Anna tout à l'heure que tu voulais avoir des animaux et les peindre et vendre les peintures, en fait c'est une manière d'être paysan ou paysanne, quoi. Comment on rend plus beau le pays, en fait. Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose à ce sujet? Moi, ça me parle beaucoup ce que tu dis, Opa, sur la beauté. Déjà parce que quand moi je parle des fleurs coupées, il y a beaucoup de cette réflexion de c'est un peu inutile, d'associer un peu des fois la beauté à l'inutilité et à un non-profit économique, et qui me fait forcément beaucoup réfléchir. Je n'ai pas forcément envie de répondre à cette question presque des fois un peu philosophique, mais plus déjà avancer que la beauté, c'est pas que quelque chose de visuel.
c'est pas que visuel, c'est pas uniquement ce qu'on va voir, mais ça fait appel à des émotions intérieures aussi. Ça fait appel à des formes de beauté pas matérielles. Donc on parle de beauté d'âme, mais c'est pas forcément quelque chose qui va rentrer dans un cadre où on dit voilà les critères de beauté c'est ça. Ça va être plutôt ce qui vibre. Alors oui, je sais pas si tout le monde, la notion de vibration intérieure ça parle à tout le monde, mais en tout cas quelque chose, ouais, alors, peut-être un petit cri du cœur ou en tout cas une envie, une espèce d'attraction. Et clairement pour l'attraction c'est une notion qui me parle beaucoup. J'ai envie de citer alors Jean-Luc qui est intervenu dans un débat autour des luttes il y a 2 jours à l'EAV. Alors je suis désolée Jean-Luc, je ne me souviens plus ni ton nom de famille. Malpo. Alors c'est Jean-Luc Malpo qui a dit, et là je le cite, cette phrase m'a beaucoup marquée, « Rechercher le beau par la sensibilité, ça rend heureux et ça peut réconcilier l'agriculture et la société. » Alors je me permets de le répéter parce que je trouve ça hyper fort. Donc, rechercher le beau par la sensibilité, ça rend heureux et ça peut réconcilier l'agriculture et la société. Et en fait, ça répond quand même un peu à « Oh, le beau, c'est pas très utile ». Alors déjà, dans le beau, dans ce qu'il dit Jean-Luc, c'est que ça rechercher le beau par la sensibilité. Bon, je pense qu'on l'a un peu abordé. C'est retrouver cette part sensible en nous, retrouver une connexion à nos émotions pour dire « ça, c'est beau, ça, c'est harmonieux, ça me parle ». Et dans le « ça rend heureux », il entend je pense notamment, ça rend heureux. Les agriculteurs deviennent heureux. C'est aussi un moteur d'action pour les agriculteurs et les paysans. Et ça peut réconcilier l'agriculture et la société. Dans l'idée du beau, c'est un moteur d'action, c'est une attraction. Ça permet, donc dans le cas de l'agriculture, aux non-agriculteurs, aux non-paysans, paysannes, d'être réattirés, j'ai envie de dire à nouveau, mais en tout cas d'être attirés par ce qui se passe dans les fermes. Quand il y a quelque chose de beau, ça attire. Et ça attire pas que les paysans et les paysannes, ça attire que les non-paysans et non-paysannes, ça attire les pollinisateurs, ça attire la diversité, ça attire le vivant tout simplement. Et j'ai envie de dire, ça remet les flux en place. Et en parlant de flux, je vais citer Sébastien Anger, à nouveau. Discat, Sébastien Anger. Il a fait un lien, pour moi, qui évidemment a explosé dans ma tête, entre les fleurs et les flux, où il disait qu'en anglais, il parlait du coup des fleurs, des flowers, et en anglais, un flux, c'est flow, et du coup que les fleurs sont l'indicateur de ces flux, donc les flowers. Bon, ça se prononce pas pareil, mais ça s'écrit pareil, F-L-O-W-E-R. Et là, je me suis dit, ah oui, il y a vraiment quelque chose autour de la beauté, que la beauté... que la beauté remet en marche, remet des flux. Et entre humains, dans le carbone, dans l'azote. Et que c'est comme ça que ça va avancer. Je suis trop nourrie par cet échange, vraiment, ça me fait énormément écho. Et ça me donne aussi envie d'aborder un peu l'importance aussi pour moi de la beauté dans la paysannerie, parce que j'ai un peu, je pense, un point où je me dis, moi je me vois vraiment paysanne, mais dans plus le mode de vie paysan. Et du coup, ça vient aussi me questionner sur quelle représentation on nous donne aussi de ce que c'est la paysannerie. Et moi, je sais que vraiment, une de mes inspirations profondes, c'est les récits de Astrid Lindgren, et qui a aussi vraiment énormément bercé mon enfance. Et c'est vraiment cette démonstration d'un mode de vie simple et sain, et où les paysages ont vraiment... où on sent vraiment le lien entre un territoire et l'ancrage au territoire et les humains et les animaux aussi beaucoup. Moi, ça me touche énormément, et je conçois aussi très bien que le travail dans l'agriculture, c'est aussi très dur, et
et très... Et que c'est pas on se balade dans les champs avec une petite jupette en vrai, et que ça c'est une vision aussi très marketing, mais en même temps je sens vraiment profondément à l'intérieur de moi que j'ai envie j'ai envie d'être cette personne avec une jupe en lin qui vient se balader dans ces champs avec des ânes, avec des chevaux et je pense que ça vient vraiment aussi de cette envie de montrer un autre récit ou de vraiment vivre moi ces images qui sont à l'intérieur de moi et qu'il faut aussi évidemment nuancer voilà que ça va pas être tous les jours la petite la petite maison dans la prairie, mais qu'en même temps pour l'instant c'est vraiment ce qui me nourrit le plus, c'est vraiment cette vision de être ancré dans un territoire, travailler une matière avec laquelle on se sent vraiment relié et créer, et vraiment tisser, et tu l'as utilisé aussi ce mot, faire un tissage en fait dans un lieu, et que c'est ça qui va aussi réconcilier et guérir toute une notion de cycle où en tant qu'humain aussi on a cette place on a cette conscience de la beauté, et je sais pas, et peut-être que oui. Et je pense que c'est prouvé aussi, certains animaux ont aussi un sens de l'esthétique, notamment des oiseaux, il me semble. Mais que nous, on peut un peu, sans... j'allais utiliser le mot de chef d'orchestre, et encore, c'est trop pour moi pyramidal, donc c'est pas ce que je veux dire, mais d'harmoniser, enfin de réussir à concilier paysage, être vivant et aussi non vivant, enfin d'amener le minéral et le végétal et l'animal et l'humain, et de le concilier sur un espace, un champ, une ferme, et de dire voilà, moi c'est ça mon récit, c'est ça que j'ai envie de proposer au monde, et c'est pas juste une ferme dans ce vaste monde, mais voilà, et ça me donne envie de revenir sur un collage que j'ai fait aussi dans mon carnet, que j'ai fait au Nouvel An, et qui me aussi réinspire la beauté. Parce que quand je vois ça, donc c'est beaucoup de brebis dans des espaces ouverts de prairies, et en fait ça me donne énormément de joie de me dire que ça peut être mon avenir, et en fait d'insister sur la notion de beauté dans la paysannerie. Je pense que c'est aussi un moteur, comme tu disais Mélodie, d'embarquer en fait dans ce nouveau récit sans dire ok, tout le monde doit devenir paysan, paysanne, mais de reconnecter à... ça peut être beau, en fait, de travailler ensemble dans les champs. Ça peut être beau de sortir de la mécanisation. C'est beaucoup de travail et beaucoup de sueur. Mais est-ce que c'est pas ça aussi qui redonnerait du sens profond à un collectif, à un vivre ensemble? Moi, je pense que c'est ça que j'ai envie de proposer, et c'est aussi ça que j'ai envie de mettre en lumière au sein de mes vidéos avant de m'installer. Parce que du coup, dans mon parcours, il y a aussi cette notion d'installation qui s'est pas révélée parce que je l'avais déjà avant, mais accélérée, où j'ai envie de m'ancrer en Autriche aussi, et qu'en même temps, je sens cet élan de d'abord rencontrer, aller dans d'autres pays, toujours avec ce lien avec la laine, et de voir les pratiques artisanales aussi à ce niveau-là, en lien avec l'animal. Et du coup, je conseille, enfin, c'est en simultané dans mes envies, et ça trouvera son chemin. Mais en tout cas, voilà, de prôner la beauté, et de dire à tous les agriculteurs et agricultrices aussi qui peut-être écoutent ce podcast que je suis énormément admirative par le travail fourni, et que j'espère qu'il y aura aussi ce lien présent, parfois, peut-être pas tout le temps, mais ce lien à la beauté qui est là dans le soleil qui se lève peut-être un matin sur les champs, et c'est juste cette pensée qui traverse et qui se fait dire « Waouh, ok, je me sens à ma place, malgré les difficultés que ça peut représenter. » Et j'ai trop envie d'insister là-dessus parce que moi, ça me nourrit énormément, et je suis trop reconnaissante de pouvoir un peu entrer dans ce monde agroécologique et paysan, et d'expérimenter. Du coup, là, je pense que je suis au début de ce chemin-là, et donc je ne m'en rends pas encore trop compte, mais d'entrer en tout cas avec cet élan de beauté et d'admiration. Et voilà, je pense que j'avais envie de partager ça aussi.
Merci Anna, toi aussi tu me touches énormément et tu me nourris énormément dans tout ce que tu es et dans tout ce que tu incarnes. Et à chaque fois j'ai l'impression que on parle un peu des mêmes choses, mais à chaque fois que ça me nourrit à nouveau et que de voir des nouveaux aspects de tes pensées et de ton parcours, ça me touche tellement. Et du coup, merci. Et ce que dans ce qui a été dit, tu m'as fait aussi transparaître une nouvelle idée autour du beau, où ça part d'un philosophe qui s'appelle Baptiste Morisot, qui parle de cette notion de nature et qu'on appelle nature comme si c'était quelque chose d'extérieur à nous et qu'on voyait un peu comme un décor. Et dans tout ce qu'on a dit, j'ai l'impression qu'on sort de cette notion un peu binaire de soit la nature, c'est un décor, c'est un paysage dans lequel il faut profiter, ou l'autre côté qui est enfin, je pense qu'il y a plusieurs côtés finalement, mais de quelque chose qui est à notre disposition, et dont une disposition, c'est le décor. Et dans la notion de beau dont on parle pas de cette nature qui est belle en tant que décor, c'est juste du vivant dans lequel on est à l'intérieur. Alors on est du verbe naître et du verbe être, et dans lequel finalement on reste tout le temps, et dans lequel on vit ces flux en permanence, et on n'est pas en fait à l'extérieur de ça. Et c'est pas quelque chose qu'on regarde et qu'on qualifie, qu'on objectifie. Et je trouve ça très... Enfin, je m'en rends compte maintenant, moi c'était quelque chose qui me gênait beaucoup quand j'entends le mot nature, cette idée d'aller observer un paysage, quelque chose d'extérieur à nous, un beau décor. Et puis une fois qu'on a fini notre rando, qu'on a pris nos photos et qu'on a pris ces 2-3 plantes qu'on ne sait pas qu'elles sont protégées pour les ramener à la maison, parce qu'on les trouve belles, et ben en fait on s'en fiche un peu de ce qu'on a vécu. Il y a une idée vraiment d'ancrage, d'interaction, d'échange. Et j'ai l'impression d'avoir vécu ça aussi auprès des agriculteurs avec qui j'ai travaillé et vécu. Et en disant travailler aussi, cette notion de travail qui prend un nouveau sens pour moi, qui n'est plus le travail, cette idée de corvée, de don de soi un peu douloureux. Et dans cette idée de travail comme quelque chose d'enrichissement, aussi bien pour nous en tant qu'êtres vivants humains, mais qu'aussi qu'êtres vivants non humains, que ce soit les animaux domestiques, que ce soit les plantes, qui a cette idée d'enrichissement mutuel par aussi ce travail et par ce beau. J'ai l'impression que, aussi en tant qu'humain, dans ce cadre-là, on peut aussi être du terreau, en fait. Et Opaline, je trouve qu'il y a aussi cette notion de terreau que tu apportes avec l'école d'agroécologie voyageuse, dans le sens où tu nourris et tu prépares le terrain pour plein de gens qui ont traversé cette expérience et qui la traversent, d'enrichissement et d'échange de flux. Enfin, ça m'évoque ça, et vraiment aussi qu'entre humains, on peut être le terreau fertile à plein de choses. Et autant que la bouse peut être un terreau pour le sol de la prairie. Genre, il y a vraiment cette notion, et ça m'évoque ça. Hashtag je suis une bouse. Mais vraiment de terreau, et d'offrir aussi à l'intérieur de l'espace d'interaction humaine cette notion de cultiver vraiment ces rêves et ces visions qui sont souvent trop relégués à des plans de futilité aussi, comme un peu tu l'avais dit, Mélodie. Et je trouve que j'aime bien cette vision de... Il y a le terreau en agriculture, apporté par les animaux et les plantes aussi pour le sol. Mais nous aussi, en fait, on peut être du terreau dans ce maillage du vivant, et par la parole et par la transmission orale et articulée avec nos gestes. On peut faire émerger vraiment plein de choses. En tout cas, moi, c'est vraiment comme je ressens mon parcours aujourd'hui, avec aussi toute la communauté que j'ai rencontrée, des laineuses et des lainières et des lainiers. Peut-être que j'en parlerai plus tard, mais vraiment cette ouverture et cet accueil, je me sens vraiment accueillie dans cette sphère
J'ai mon projet Laine et j'en parle beaucoup aussi sur les réseaux et sur YouTube, et vraiment cet accueil qu'on me fait, cette place que je me donne et qu'on m'accorde dans ce nouveau maillage au vivant. Et voilà, j'avais envie de réagir là-dessus, que ça m'évoque ça. Et je te repasse le micro. Merci pour vos partages, c'est vraiment méga nourrissant. Ces podcasts, c'est aussi l'occasion pour moi de me recharger en nourriture de l'âme et me reconnecter. En fait, j'ai réalisé en vous écoutant que ce podcast, c'est une manière pour moi de contribuer au nouveau récit et de contribuer à reconnecter les gens à la beauté, à l'inspiration. Et en fait, que parfois, je culpabilise de ne pas, de ne rien avoir planté aujourd'hui, de ne pas avoir produit de nourriture, de papoter et de mettre en lumière via ce podcast ou juste de faire des photos, parce que c'est certains paysans, paysannes ou autres personnes disent que ça sert à rien, en fait, que si on n'est pas paysan, on contribue pas à l'agroécologie. Mais en fait, inspirer les gens qui sont, que ce soit des paysans ou autres, des gens dans la ville ou des gens qui n'ont pas souvent les mains dans la terre, ça contribue à reconnecter à la beauté et c'est un des rôles possibles aujourd'hui pour le monde qui émerge. Et ça, c'est trop bien, quoi. Alors, j'avais envie d'aborder avec vous un peu le lien à l'animal. Bon, peut-être que, Anna, plus tard, tu pourras parler aussi du lien aux animaux que les personnes que tu as rencontrées ont. Pour ce lien à l'animal, j'avais envie de vous partager un texte qu'a écrit Charlotte, qui est à l'étage d'en dessous en ce moment, et qui fait partie de la promo des Agro-Samouraïs. À la fin de son parcours, elle a écrit un texte, et je vais juste vous en citer un petit extrait. Donc elle dit « Ce qui m'anime, c'est d'être dehors, au contact du vivant, me dépenser, m'énergiser, créer, produire. La place d'éleveuse est donc une évidence. Mais quel type d'éleveuse est végétarienne ? Ou quelle végétarienne veut devenir éleveuse ? Inconsciemment, je voulais réinventer cette vocation. Car l'élevage n'est plus la mort, l'abattage et la souffrance, mais c'est bien la création de la vie, d'une relation avec l'animal et d'un lien avec le paysage. Comme dit Jocelyne Porcher, on confond souvent l'élevage avec la production animale, mais élever un animal, c'est bien le mettre sur un piédestal. L'élevage, ce n'est pas produire, engraisser, exploiter, mais c'est bien prendre soin. Des espaces, des êtres, des sols, des équilibres. C'est honorer ce qu'on aime, parce que la vie, c'est des surprises, et que c'est ça qui fait vivre. C'est chaque jour se réveiller et être plus émerveillé, plus bouleversé que la veille. C'est l'inattendu, l'émotion, la patience et l'attention. Via l'élevage, je vois aussi le don de soi, d'un savoir-faire, d'offrir les nutriments nécessaires à la vie, du sol, des hommes, de la terre. Manger de la viande, vivienda en latin, qui sert à la vie. C'est donc manger de la vie comme un transfert d'énergie. Bon, je vais m'arrêter là, mais ce texte sera partagé sur le blog Les Agronomes très bientôt. Ça me fait penser aussi à l'intervention d'Agnès Poirier l'autre jour. Est-ce que vous avez envie de partager ce que ça vous génère d'entendre ce texte de Charlotte ? Je crois que j'ai envie de commencer. Tu commences. Je suis ultra touchée instantanément. J'ai les larmes aux yeux parce que je me sens énormément reliée. Du coup, j'avais pas encore lu l'article de Charlotte et du coup, je suis trop contente qu'elle soit en bas et que je vais pouvoir lui exprimer ma gratitude parce que je suis aussi végétarienne et que j'ai aussi envie de devenir éleveuse et que je me questionne énormément sur la légitimité que j'aurais à faire ça et où je me pose la question de quel type d'élevage et je me relie énormément du coup aux mots de Charlotte et ça me rassure aussi de voir que je suis pas toute seule avec cette question et je pense que c'était un peu quelque chose que je voyais comme une dissonance
le fait de entrer dans l'élevage sans vouloir mettre à mort finalement un animal et en même temps de concevoir que l'élevage c'est plus que ça et que y a des éleveurs et des éleveuses pour qui c'est pas un frein parce qu'en fait, enfin j'ai pas encore toutes les réponses, mais c'est pas la mort de l'animal qui me gêne, c'est plus de moi devoir le faire pour contribuer un peu à un équilibre financier en fait. Je pense que c'est ça qui me blesse vraiment personnellement, à titre personnel là-dedans. Et du coup, de juste poser ce questionnement de est-ce qu'on peut être éleveuse et végétarienne et du coup, qu'est-ce qu'on veut faire émerger de cet élevage, de ce lien à l'animal, juste ça, que ça puisse exister, cet entre-deux, ça me fait trop du bien. Enfin, ça me crée, et avec l'intervention d'Agnès Poirier aussi, qui réalise des documentaires, je sens cet espace qui s'ouvre de plus en plus à ne pas devoir, on parlait de la binarité, de ne pas devoir forcément se conformer à un ou l'autre, devenir végane ou produire de la viande, mais vraiment, ou du fromage, mais d'avoir cet espace de création, de créativité et de lien de qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec les animaux et les animaux d'élevage. Et je crois que c'est juste ça que j'ai envie de poser. Et vraiment l'émergence de cet imaginaire-là qui arrive grâce aussi aux mots et aux réflexions qu'on se partage et qui sont mis en lumière à l'EAV, ça me nourrit tellement. Enfin, je suis tellement reconnaissante pour ça. Donc, merci Charlotte et merci Opaline pour le partage. Vraiment, voilà, ça me soulage vraiment énormément de savoir que je suis pas toute seule à me poser cette question et en même temps d'être vraiment dans l'acceptation aussi que l'élevage et que la mort fait partie de la vie, mais d'avoir encore et peut-être qui restera toujours un point de sensibilité qui m'est propre en fait et que ça m'appartienne et que voilà, comment naviguer avec ça, on le verra aussi avec la pratique que j'aurai si je me lance dans l'élevage aussi. Mais je passe la parole à Mélodie aussi, je crois que j'ai partagé ce que j'avais envie là tout de suite. Bon, si tu veux réagir. Waouh. Merci d'aborder ce sujet, merci d'avoir partagé les mots de Charlotte et merci Anna de partager les mots en toi. Les mots MOTS. La place de l'animal dans l'élevage, pour moi, c'est l'entrée vers une constellation, vers des constellations, une constellation énorme. Je la vois vraiment comme des étoiles qui font des liens de lumière entre elles un peu. Enfin, c'est vraiment un sujet hyper stimulant qui va dans des retranchements personnels, mais aussi en termes de collectif aussi, vers des non-sens, vers des incompréhensions, vers des... je sais plus comment je l'ai dit, il y a un mot, quand ça rentre un peu en dissonance avec soi-même, des contradictions. Et ça remue un peu tout ça. Pour moi, c'est vraiment l'entrée vers la question de la mort, en fait, de la place de la mort dans nos sociétés. Et pas juste de la mort des animaux, mais aussi des autres animaux que nous. Et du coup, aussi de nous en tant que société, la mort, comme parlait Agnès aussi, et qui résonnait bien, la mort dans nos projets. On peut aussi parler de la mort en fait, du vivant, de l'effondrement, la mort de société, la mort de plein de choses. Et de l'acceptation de la souffrance et du deuil, de qu'est-ce qu'on en fait maintenant, comment est-ce qu'on le célèbre, comment est-ce qu'on le ritualise, ou pas d'ailleurs. Et c'est un peu tout ça que ça fait... Enfin, pour moi, c'est comme ça que ça me parle. Et c'est à ces questions-là que je cherche à répondre. J'ai pas de réponse non plus, en vrai, vraiment définitive
ou valable pour toute la société. Ou en fait, c'est aussi des questions éphémères, finalement. Et je sais pas si j'ai forcément envie de donner toutes les pistes de réflexion, toutes les idées que j'ai en moi, et c'était simplement poser cette idée-là et peut-être de voir comment à chacun qui peut entendre ça, comment ça résonne en lui, de poser ces mots-là entre les mots que tu as posés, les mots que je pose et ces réflexions et je pense d'aller chercher plus loin. D'aller chercher peut-être plus loin de son quotidien, plus loin de ce qu'on vit, et de se reconnecter aux autres, de partager ça, d'échanger, de réfléchir ensemble pour avancer. Et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Non, je vais retirer cette phrase. Enfin, je veux dire, en fait, c'est aussi sortir d'une idée de binarité, de les choses, c'est bien, c'est mal, la mort, c'est bien, c'est mal, il faut sortir de la mort. Non, en fait, j'ai l'impression que si on souhaite sortir de la mort, on va de suite vers du transhumanisme. Et moi, c'est pas quelque chose qui me parle aussi non plus. Alors, je t'ai pas dit. Mais... J'ai mon petit cœur artificiel dans ma valise. En fait, c'est ça, pour moi, aller dans le vivant, c'est vraiment chercher la complexité, sortir d'idées binaires et du coup d'opposition. C'est sortir d'une idée d'opposition. Ah, si, tiens. Ouais, en fait, ça me connecte à cette idée de binaire, ça me connecte à déjà au fait qu'on a sorti la mort et la souffrance de notre société, on la cache, que ce soit la souffrance et la mort des humains, en mettant les gens dans des hôpitaux et en n'ayant plus des gens en souffrance dans une maison, des vieux qui sont en train de mourir, des morts même dans nos maisons. Avant, on avait un temps où on gardait les morts dans la maison et puis jusqu'à ce qu'on les enterre. Et en fait, ça faisait partie de la vie, quoi. Et comme Agnès l'a partagé l'autre jour, au début du 19e siècle, les moteurs des voitures sont les animaux. Les animaux vivent dans les maisons en plein cœur des villes. Il y avait des tueries dans les villes, c'est-à-dire qu'on mangeait les animaux. Alors je ne dis surtout pas qu'il faut revenir à ça, puisque aujourd'hui c'est différent. Mais on voyait la mort et c'était quelque chose de normal en fait. Et aujourd'hui, tout est relayé dans des abattoirs et on mange 4 fois plus de viande qu'au début du XXe siècle, mais personne ne voit d'animaux se faire tuer. Et en fait, aujourd'hui, chacun peut se reconnecter à ça, à quel point on accepte la fin des choses et la mort dans une société où on est juste en lancement, on démarre des trucs. Il faut démarrer des choses, il faut commencer des nouvelles choses, mais on n'accepte pas de finir aussi des choses. Et moi, je peux en témoigner, puisque aujourd'hui, on a décidé de mettre fin à l'école d'agroécologie voyageuse, en tout cas de faire une pause. J'en ai parlé dans des précédents podcasts. Ça a été dur pour moi de mettre fin, de décider d'arrêter, parce que je sens en moi que j'ai besoin de prendre soin de moi, de faire d'autres choses, de nourrir d'autres choses. Et en fait, je pense que tu l'avais dit, Anna, quand on vous a partagé la nouvelle, que c'est exemplaire aussi de savoir qu'il y a des gens qui sont capables d'arrêter et de mettre fin à un cycle. Voilà, c'est ce que ça me fait, ça fait émerger ça, et aussi dans cette idée de dualité ou de binarité par rapport à cette intervention sur la lutte. En fait, on peut lutter dans la vie pour les choses qui nous sont chères, mais à partir du moment où c'est vraiment avec le cœur et qu'on le fait avec amour, en fait. C'est ça le plus important. Et c'est pas être contre ça, anti-capitalisme, anti, mais c'est être... en fait, moi,
vous êtes une promo très engagée et j'avais envie de vous demander, quand vous avez partagé l'autre jour que vous étiez engagé contre ça et contre des choses très très violentes sur notre terre, en fait de décrire aussi pourquoi vous êtes et de nourrir le pour, en fait, pour être dans la génération de quelque chose. Je pense que ce serait un très bel exercice. Parce que moi aussi, je suis contre beaucoup de choses. Et notamment contre les violences qu'on fait aux poules aujourd'hui, dans une situation de grippe aviaire qui me touche énormément, avec des réglementations qui détruisent l'élevage et les petits élevages et des animaux qui sont en plein air. Enfin, vraiment, moi, je suis contre ça. Et du coup, je suis aussi pour l'émergence d'une autre santé, d'une santé holistique, où on accepte la mort des animaux, et où cette santé, elle est permise aussi par le fait que les animaux ne sont pas entassés les uns sur les autres, ce qui propage des maladies, etc. Bon, j'ai dit beaucoup de choses, mais j'avais envie de partager ça. À chaque fois que vous intervenez, j'ai envie de vous remercier. Donc merci à nouveau, Opaline, pour ces partages qui... En fait, on partage toutes des choses du fond de notre être et de notre cœur. Et du coup, merci pour cette ouverture. Et cette idée de dualité, binarité, cette idée effectivement d'anti... de séparation. Dans l'idée de d'être anti quelque chose, il y a encore de la dualité. Je suis soit anti quelque chose, soit le quelque chose. En fait, c'est comme si on avait deux pôles. C'est soit tu es soit je suis antiraciste, soit je suis raciste, soit je suis anti-transhumanisme, soit transhumaniste. Il y a encore cette idée de dualité. Dans l'idée du pour et contre aussi, en fait, c'est un peu ça. Soit tu es pour quelque chose, ou alors être contre quelque chose. Et je sais pas si c'est un peu une piste, quelque chose, mais j'ai envie d'aller déjà vers un 3 qui est effectivement, nourrir le pour et le contre, c'est important pour mettre des mots, avancer, parce que le langage est aussi binaire. Et déjà, de mettre des mots dessus, et j'ai aussi envie de nourrir ce pour et ce contre, tu vois, enfin, c'est très juste ce que tu dis, ça me parle, et je pense qu'à l'EAV, le pour est, pour ma part, extrêmement nourri. Et j'oublie des fois, en fait, de nourrir aussi le contre. Et pour avancer vers ce 3, pour moi, je l'identifie comme le avec. Et d'avancer vers ça aussi. Et c'est pour moi le petit pas de la complexité, de la diversité à faire. Et j'espère qu'un jour, on aura un langage beaucoup plus riche, des notions beaucoup plus riches pour aller beaucoup plus loin que du 2, du 3 et du 1. Et voilà. Merci pour ça. Ouais, c'est une discussion qui était très vivante ces derniers jours, en moi et aussi en partage avec d'autres et d'autres points de vue. Du coup, je vais essayer de rester avec ce qui est le plus juste pour moi d'exprimer maintenant et aujourd'hui. Et c'est beaucoup de choses. Moi, je sens que profondément, j'ai envie de œuvrer pour, comme on l'a dit, et je l'ai senti aussi peut-être vraiment fortement pendant le deuxième confinement où avec des amis, on était allés dans l'Aveyron et dans la maison familiale d'une amie et qu'en fait, tous les jours, on était dehors, on créait des potagers, on était vraiment en train de construire quelque chose avec nos mains et ensemble. Et en même temps, vraiment, la question super présente de « mais nous, on est en train de faire ça », alors qu'il y a des gens en ville qui sont enfermés qui se battent aussi pour la survie, qui sont dans l'urgence. Et nous, on est là, mais quelle est notre légitimité face à ça ? Et vraiment, c'était brûlant en nous. Et qu'en même temps, à ce moment-là, j'ai lâché prise sur le fait de vouloir être partout et de mener tous les combats. Je pense que ça m'a énormément soulagée en tant que personne qui veut vraiment
contribuent à l'amélioration des conditions de vie pour toutes et tous, êtres humains, êtres vivants et aussi non vivants. Et d'accepter que moi, en fait, ma place était plus dans l'émergence d'un après, comme tu l'as dit, que forcément dans l'opposition au monde dans lequel je baigne encore et qui est en train de se déliter. Enfin, on le voit, et que ça amène quand même beaucoup de souffrance. Et en même temps, j'ai pas envie de m'extraire de cette opposition. Enfin, j'ai envie de la porter de manière fertile. Et je pense que du coup, ça m'amène aussi par mon parcours assez engagé à Lyon avant de venir à l'EAV, dans en fait le besoin de me positionner parfois, et pas tous les jours de ma vie, mais de temps en temps, revenir à, en fait, qu'est-ce qui me révolte aussi, parce que ce qui me révolte, ça me donne envie. Ça me donne envie d'agir, ça me donne envie de me dire, ok, cette question-là, la question du racisme et de l'antiracisme, ça me révolte qu'il y ait des gens qui soient discriminés pour ce qu'ils sont, et je suis contre ça, et en même temps, qu'est-ce que j'ai envie, à quoi j'ai envie de contribuer pour que ça n'existe plus. Et en fait, c'est pas juste rester... Enfin, moi, je sais que j'ai peut-être aussi parce que ça m'a pris plusieurs années, en fait, à déconstruire aussi tout un tas de choses, et du coup, c'est moins nouveau pour moi d'entrer dans la complexité et de naviguer à travers ces émotions-là. Enfin, et en même temps, voilà, j'ai vraiment ce truc de comment on contribue à faire ensemble, à en sortir ensemble, et quelle est ma part là-dedans. Et je pense que j'ai besoin d'avoir ces mots avec moi, de anti, pas pour cultiver une sorte d'opposition et de cloisonnement, justement, mais pour me dire, comme un peu le geste que j'ai fait, c'est je m'appuie sur quelque chose que j'ai pas envie de porter, mais qui est encore là, et en même temps, j'ai envie de tendre les bras vers autre chose avec. Et c'est trop bien que tu aies dit avec, la troisième voix, c'est le avec. Et du coup, de pas fermer mes œillères sur la souffrance, et sur la discrimination, et sur aussi les différences juste de vie qu'on peut avoir en tant que personne dans une société. J'ai pas envie d'ignorer ça, et en même temps, j'ai envie d'ouvrir, en fait... et je pense que c'est aussi par mes vidéos, en fait, que je le fais un petit peu, enfin que j'ai envie de le faire, de me dire, moi je vis cette vie au contact de la paysannerie, de l'artisanat, et en fait je dis pas que tout le monde doit vivre cette vie, mais juste j'ai envie que, parce qu'aujourd'hui quasiment tout le monde a un téléphone ou un ordinateur, puisse se connecter à ce truc on n'est pas juste des consommateurs et des producteurs, on est des êtres vivants, des êtres vivants qui méritons d'être bien, en fait, et de trouver une communauté où on s'élève et on se célèbre, et aussi on accompagne dans la souffrance et dans l'inégalité, et qu'on fasse émerger autre chose, et je pense que c'est quand même important pour moi aujourd'hui encore d'appuyer sur, je suis consciente que la vie que je mène aujourd'hui, elle est déjà pas souhaitée par tout le monde, et que c'est ok, et qu'elle n'est pas aussi peut-être accessible à certaines personnes pour lesquelles ça donne envie. Et notamment le fait que j'ai accès à des terres agricoles en Autriche, c'est aussi un sujet qui souvent, maintenant moins, mais a eu tendance à me culpabiliser, dans le sens où je sais que tellement de jeunes essayent de s'installer, et je te regarde, Mélodie, aussi, parce que je me dis, mais quelle chance j'ai. Et en fait, j'ai envie de célébrer cette chance, et j'ai pas envie de me diminuer dans cette chance, mais j'ai aussi envie de le rendre visible, en fait, que je me rends compte que c'est une chance, et que j'ai envie de l'ouvrir à d'autres personnes, à des personnes qui sont loin de ce mode de vie, de cette envie, et que j'ai envie d'inviter, une fois que je serai installée, à la culture aussi dans ce lieu de vie. Et c'est trop bien que le fil un peu conducteur de cette phase, ce soit culture et agriculture, parce que ça me parle énormément. Moi, j'ai envie de concilier les deux, et encore une fois, ce n'est pas binaire, mais justement de recréer un mélange de célébration de nos différences, et en même temps d'unité, parce que j'ai envie d'évoluer aussi avec des gens qui portent en eux la volonté de vouloir dépasser la binarité, dépasser la discrimination, dépasser
la pauvreté. Enfin, et du coup, parfois de me relier à l'anti, ça me relie aussi à une autre communauté de gens qui œuvrent vraiment de plein de manières et pas seulement dans les champs et dans l'agriculture. Et je pense que j'avais besoin de poser ça et du coup que ça me réconcilie aussi. On parlait aussi avec Mélodie de ça hier et le fait de reconnaître cette part en nous qui est à la fois dominée et dominante et bienveillante et malveillante, enfin, et qu'en fait c'est pas cloisonné et qu'on traverse ça comme un flux et qu'on sème plein de choses et qu'on sème. Voilà, sème I-M-E. Et en fait, le reconnaître, c'est pas rester statique ou rester figé dans un positionnement, mais c'est l'embrace, enfin le prendre dans ses bras, quoi, et se prendre dans ses bras et et ça me touche énormément cette question et en tout cas, je le fais avec le cœur et moi je me relie énormément à la lutte comme en fait pour moi la lutte c'est ça vaut la peine et en fait ça vaut la peine c'est un élan de vie pour moi et c'est pas j'ai envie de tout casser de tout détruire c'est vraiment moi ça vaut la peine de me battre pour ça mais de me battre d'une manière fertile constructive et ensemble et voilà. Merci, waouh. Merci beaucoup, c'est très très juste. Enfin, j'aurais pas dit mieux. Comme tout a une fin, est-ce que vous avez envie de partager une gratitude pour un paysan ou une paysanne ou une personne rencontrée dans votre parcours et qui vous a offert un apprentissage pépite? Moi, je veux bien. Oui, moi, j'ai une personne que j'ai envie de remercier et c'est Pauline de la ferme de la Bacade parce que justement, sur cette notion d'élevage, elle m'a énormément invitée surtout à m'ouvrir et je pense que j'étais prête à m'ouvrir à ce moment-là à considérer aussi la mort dans l'élevage comme un instant d'une relation, mais que ça faisait pas, on n'élevait pas les animaux pour les tuer en fait. Et ça m'a énormément touchée d'être en contact avec ça et qu'elle m'ait partagé aussi elle son cheminement. Au début, elle était aussi végétarienne et en fait, elle est allée voir dans les abattoirs comment ça se passait. Elle est allée au contact de la mort et de l'accompagnement et pour voir aussi elle ce que ça lui faisait. Et aussi, elle m'a partagé ses réflexions sur la filière laitière. Et en fait, cet échange de points de vue, c'était pas pour me convaincre de quoi que ce soit, et je l'ai bien senti. Et en même temps, ça m'a énormément apaisée dans justement la conception de la mort, et que souvent, moi, justement aussi, qui n'ai pas été en contact direct avec la mort d'un animal, ou même la visite d'un abattoir, je me dise... Peut-être qu'il faut que j'aille voir aussi pour pleinement ressentir et aussi aller au-delà de mes appréhensions et mes peurs, parce que ça me fait peur. Mais voilà, cette ouverture sans me dire que, bon, ok, au final, je remange de la viande, ça m'appartient. Mais juste de s'ouvrir aussi à aller au-delà des appréhensions et des peurs qui puissent être véhiculées par cette notion de mise à mort de l'animal. Donc voilà, merci pour ça. Et ça me porte encore énormément et je pense que je vais cheminer avec ça et puis m'y frotter, quoi. Je pense que c'est impossible pour moi de remercier une seule personne. Et d'identifier une personne là qui remercier maintenant parce que quand je me suis entendue parler, j'ai entendu un peu tous les gens que j'ai rencontrés lors de mon parcours et des personnes issues de lecture. J'ai parlé un peu, j'ai été enrichie par déjà Anna, Opaline, ici présente, mais
je réfléchis et voilà, Sébastien, Baptiste, Morisot, parce qu'on n'est peut-être pas assez intime pour que je dise juste Baptiste. Baptiste et Morisot. Jocelyne Porcher, auquel j'ai beaucoup pensé. Agnès Poirier, du coup. Mais on est assez intime pour dire Agnès. Mais il y a eu Anselme, Thomas, Christophe, Églantine, Laurence. Même des fois aussi, je pensais à la Julie, à Athénaïs. Et là, je m'en veux parce que je me dis, je sais que j'ai utilisé la voix. Ah, Jean-Luc Malpeau. En fait, c'est juste, pour moi, c'était des vibrations incroyablement belles avec chacune leur couleur et leur son, leur fréquence. Et qui m'ont toutes aidé là, enfin qui m'aident encore toutes à avancer et à me connaître plus, à connaître plus le vivant, à me sentir plus reliée. Et voilà, merci en fait, à l'entièreté des humains et pas que des humains en fait. J'ai dans ma vie aussi eu des plantes et des animaux qui m'ont énormément parlé et aidé à avancer, que ça soit dans peut-être de différentes formes. Ça s'arrête là, mais et c'est génial. Et c'est juste génial. Et il y a peut-être là ce qui me vient, c'est une chanson d'Anselme de quelques mots sur la gratitude que j'ai bien envie de chanter. Et du coup, je ne sais pas lui-même d'où il tire et peut-être que c'est juste de lui. Mais voilà, pour la source. Et il le chantait avant les repas et il nous faisait répéter les paroles et la chanson et après on le rechantait ensemble et c'était des moments très forts. Et cette chanson, elle fait merci, merci pour la vie dans le sol. Merci, merci pour la lumière du ciel. Merci, merci pour ce bon repas, assaisonné d'amour, assemblé là. Merci, merci pour la vie dans le sol. Merci, merci pour la lumière du ciel. Merci, merci pour ce bon repas, assaisonné d'amour, assemblé là. Waouh! Merci, gratitude! Comme dirait Julie. Merci Mélodie, merci Anna. Merci, merci. 23 et 25 ans. J'avais oublié de le dire. L'âge est important. Et à bientôt. C'est pas la taille qui compte. Au revoir. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, je vous invite à le partager à des personnes qui pourraient être inspirées par cette thématique. Vous pouvez aussi laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube et noter le podcast en lui mettant 5 étoiles. Cela lui permettra d'être plus facilement trouvé par les personnes qui cherchent des podcasts sur l'agroécologie. À bientôt pour un prochain épisode au cœur du vivant pour mettre en lumière celles et ceux qui régénèrent la Terre.